désolée pour le petit retard, un petit problème technique. Bonjour à tous, bienvenue à mon tour en secours chez une personne handicapée dans mon équipe. Alors, c'est un titre un peu provocateur parce que je dis tout haut, tout le monde dit tout bas. Et en fait, on n'est pas le handicap, on annonce à son équipe, oui, il y a une personne handicapée qui vient dans notre équipe. Et intérieurement, on dit mince, il y a une personne handicapée, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh là là! Et du coup, c'est la panique générale. Alors, il n'y a pas lieu de paniquer. Et je vais vous expliquer comment on peut intégrer une personne handicapée dans son équipe dans de bonnes conditions. Alors, avant de commencer, je voudrais vous imaginer une personne handicapée. Qui, parmi vous, en premier, vous avez pensé à une personne en fauteuil roulant? C'est bien, vous connaissez le sujet. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent d'abord le handicap, c'est le fauteuil roulant. Or, ce n'est pas le fauteuil roulant. Vous allez savoir. Donc, avant ça, avec la mode de ChatGPT, Midjourney et tout ça, j'ai fait un petit défi. J'ai donc demandé à Midjourney de me générer des personnes handicapées. Donc, tout d'abord, je lui ai demandé de me générer une personne handicapée. Ça m'a sorti des personnes fauteuil roulant. Or, le handicap, ce n'est pas le fauteuil roulant. Et elle ne me ressemble pas du tout. Je ne suis pas du tout en fauteuil roulant. Donc, premier essai raté. Deuxième essai, je lui ai demandé de me générer une personne sourde. Ça m'a généré des personnes vieilles. Et j'ai l'air d'une vieille dame. Et la surdité, elle ne touche pas les personnes âgées. On peut devenir sourd au cours de sa vie, on peut naître sourd ou au cours de sa vie à cause des acouphènes, enfin, il n'y a pas d'âge. Et je ne suis pas constamment en train de dire « Ah, je n'entends pas, est-ce que vous dites ?» J'ai des appareils, des implants OER, et tu fais « moi je vous entends et, grâce à cette merveille de technologie. » Donc, deuxième essai, c'est échoué. Troisième essai, je lui ai demandé de me représenter une développeuse sourde, parce que je suis une développeuse sourde. Ça m'a généré des opératrices. Historiquement, si on regarde dans les années 50, 60 et début même dans les années 20 et l'arrivée des téléphones, elle ressemblait un peu à ça. Or, aujourd'hui, moi, je ne suis pas constamment avec surtout avec mes implants OER, les merveilles de technologie. J'écoute la musique, mais en Bluetooth. Ni vu ni connu. C'est les merveilles de technologie. Donc, Midjourney a échoué dans mon test de générer des personnes handicapées me représentant, parce que la représentation des personnes handicapées, c'est important, ça compte. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel et vous l'aurez bien compris, je suis sourde et appareillée de 2 implants OER. J'aime bien dire que je suis bionique avec mes petits implants OER qui sont un peu plus évolués que les appareils auditifs SI. Je suis développeuse full stack depuis une dizaine d'années, un peu plus, les années passent vite. Je suis salariée chez Chaudot à Paris, une entreprise dont je viens d'adhérer tout juste à moi, et je suis fière de faire partie de la communauté Chaudot qui est à fond pour la justice sociale, l'égalité des salaires, l'égalité entre les développeurs et développeuses. Donc, c'est des choses qui se mettent en place et qui me font, je suis fière d'adhérer à cette communauté. Je suis également membre de l'association Duchesse France, qui c'est important de représenter les femmes dans la tech, parce que nous sommes très peu nombreuses, en moins les personnes handicapées. Donc, si je peux porter la voix du handicap au sein de la tech, c'est avec plaisir. Et puis, bien évidemment, Team Ali, qui veut dire Accessibility, en 11 lettres, dont A qui commence par Accessibility, qui termine par IRE. Donc, je vais vous aider à déconstruire les préjugés autour du handicap. Et vous allez voir, il n'y a pas de raison d'y avoir peur.
Et on peut travailler avec les personnes handicapées, tout simplement. Tout d'abord, le handicap en France. Il faut savoir qu'une personne sur 6 est handicapée en France. Il représente en même 12 millions de personnes handicapées. Et or, c'est un chiffre qui est sous-estimé. On ne déclare pas forcément son handicap par peur de stigmatisation, par méconnaissance que ça peut apporter, de peur du regard des autres, ou alors on n'accepte pas son handicap. Et or, le recensement, depuis, on ne recense plus vraiment par type de profil. Il est difficile de vraiment d'estimer le chiffre réel de personnes handicapées en France. Mais on est quand même très nombreux. Il faut savoir que 80% des handicaps est invisible. On a tendance à penser que le handicap, c'est les fauteuils roulants. Or, ça représente une petite minorité. 80% des handicaps sont invisibles. Et il y a 5 grandes familles dont on a le handicap moteur, le handicap sensoriel, intellectuel, psychique et les maladies invalidantes qui fait partie de la famille du handicap parce que on apprend sa maladie, petit à petit on perd ses capacités motrices, sensorielles, autre chose comme les maladies Parkinson, l'entornomiase qui rend handicapées certaines femmes certains jours, qui ne peuvent plus bouger. Donc c'est des maladies qui peuvent à long ou court terme être handicapantes. Et on peut également émuler plusieurs handicaps. C'est important pour moi de vous dire qu'il ne faut pas minimiser le handicap ou la maladie de la personne. On se présente, c'est important de dire les étiquettes réelles de la personne. On dit, voilà, Emmanuelle, elle est malentendante. Emmanuelle est atteinte de surdité. Emmanuelle est développeuse souffrante de surdité. Emmanuelle a un petit problème d'audition. Ces 4 phrases-là, on ne répond pas du tout. Je ne suis pas malentendante, je suis sourde, parce que c'est un trait de surdité. Il y a plusieurs types de surdité, et moi, je suis vraiment née sourde. Et je ne souffre pas de maladie, je ne souffre pas de ma surdité. Je ne suis pas malheureuse. Au contraire, je suis très bien. J'ai accepté mon handicap, donc voilà, je ne suis pas souffrante. Et je n'ai pas un problème d'audition. Les problèmes d'audition, ça voudrait dire, voilà, de dire à une personne aveugle et malvoyante, on la présente, il dit, ah, elle a un problème de vue. Or, les problèmes de vue, c'est juste mettre ses lunettes, on ne voit pas très bien, mais ça fait de moi une personne aveugle malvoyante. Pas du tout. Donc, les mots ont un poids. C'est important de dire la personne a un tel handicap. Et si vous ne savez pas, demandez-lui et vous les désignez le souhaite. C'est vraiment important. Parce que si vous ne le faites pas, vous minimisez son handicap. Et le handicap, ce n'est pas vraiment un homo, être handicapé, ce n'est pas homo. Dire les mots surdité ou sourd non plus, ce n'est pas homo aveugle ou être en fauteuil roulant. Voilà, c'est des vrais mots qui sont un impact et ce ne sont pas des homos. Il ne faut pas en faire un tabou autour du handicap. Et un chiffre dont on a, selon le rapport annuel de la CHEFIP, le taux de chômage des personnes handicapées dans les entreprises de plus de 20 salariés était de 14%, entre 8% pour les personnes valides, soit presque le double, c'est énorme. Il y a des chiffres de 2022 qui sont sortis il y a une semaine. Le taux de chômage des personnes handicapées ont heureusement un petit peu baissé, donc il est passé à 12%. On descend mais doucement, mais sûrement. Mais ce n'est pas insuffisant. Il y a des efforts à faire. Je vous rappelle, il y a la loi de 2005, du 11 février 2005, qui dit tout employeur d'au moins 20 salariés doit employer des personnes handicapées dans une proportion de 6% de l'effectif total. Sinon, l'employeur va verser une contribution annuelle.
Et enfin, si toute entreprise de 150 salariés, elle doit avoir un référent handicap. Alors, le OTA des 6%, c'est même tout prochain, double tranchant. Mon premier boulot, c'était ça. Je ne savais pas à l'époque, mais j'ai débuté dans le métier. Moi, j'étais contente. J'ai un CDI, je vais pouvoir apprendre mon métier, me former, voilà. Rien du tout. On m'a juste envoyé en mission directe 6 mois dans un trou perdu, très loin de mon domicile, dans un container ni jour. Je ne voyais pas le jour et c'était, ouais, la mission était intéressante, mais ça m'a, je sais pas, appris. Franchement, on m'a pas formé. On m'a dit voilà, tu débrouilles, tu fais ça. Ok. Et bon, 6 mois après, j'ai fini ma mission et je suis me retrouvée en intercontrat. Donc, j'ai demandé à mon chef de projet. Alors, est-ce que vous allez me former? Est-ce que vous allez m'envoyer une mission? Est-ce que vous faites? Bon, c'est pas encore. Attends, on va voir. J'attends. 6 mois après, toujours pas. Et moi, j'avais compris. Il m'avait embauché pour mon handicap et non pas pour mes compétences. Et bon, bah, j'ai démissionné. Et depuis, j'ai pu retrouver cette situation. Enfin, heureusement, bah, ça donnait à cœur de trouver des entreprises qui me respectent en tant que moi, de mes compétences, et non pas seulement pour mon handicap. Le OTA, c'est bien en même temps parce que ça oblige les entreprises à embaucher les personnes handicapées. Mais il faut prendre en compte aussi ses compétences. Ça, c'est important. Nous ne sommes pas le handicap. Nous avons aussi des compétences. Nous sommes aussi là pour faire notre travail. Et il y a une amie qui m'avait raconté une anecdote. Elle était à un entretien d'embauche. Et elle m'a dit, le recruteur à la fin, il m'a dit, c'est bien, vous êtes une femme, vous êtes racisée, vous êtes handicapée. Et mon ami lui a répondu, ben non, je suis là pour mes compétences, le reste c'est du bonus. Et je suis d'accord avec elle. Il faut savoir qu'il y a des organismes et des statuts. Donc, pour avoir les aménagements de poste, parce que c'est important d'avoir des statuts. Pour ça, il faut bénéficier les statuts auprès de, je répète, la GFIP, qui est un organisme pour les entreprises privées, et la FIP pour les entreprises publiques, qui donne des subventions pour les salariés handicapés pour mettre en place des aménagements de poste. Pour cela, il faut avoir des statuts. Il faut avoir soit la UTH, qui est le statut le plus connu, la BOTH, qui est au même statut que la UTH, mais on a la carte d'invalidité, la carte mobilité à inclusion, c'est le nouveau nom. Le CMI, où on est invalide hier ou d'autres conditions pour avoir la BOTH. Et sinon, ce troisième statut, la TIH pour les travailleurs et travailleuses indépendants handicapés. Et ces statuts-là, ils sont décernés par la MDPH. Et le problème, c'est que c'est un parcours de combattant, parfois, de demander des statuts d'UTH, BOTH. Et il y en a aussi très peu de personnes qui demandent, soit par méconnaissance de ce qu'elles peuvent apporter, ça c'est important, soit par si elles sont RUTH, voilà, oh la pauvre elle est handicapée, donc on va la mettre vite au placard. Donc ça peut causer une discrimination malheureusement. Et la démarche administrative, elle peut parfois aussi sembler complexe, c'est rebuter certaines personnes. Et elles ont peur, reconnaître leur handicap, ça peut freiner leur carrière. Ça, je vais aborder ce point d'ici quelques instants. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui ont un handicap, qu'elles soient visibles ou invisibles, ne demandent pas ne sont pas forcément reconnues handicapées par MDPH et du coup, elles ne peuvent pas obtenir des subventions pour avoir les aménagements de poste. Si vous avez ces statuts-là, n'hésitez pas à contacter la GFIP ou la FIP auprès du médecin du travail et aussi conseil auprès du pôle du Emploi pour avoir les statuts des aménagements de poste. Et ça, c'est vraiment important.
Et vous pouvez également demander à votre mission handicap, si vous êtes dans une entreprise à plus de 250 salariés, qui va faire les démarches avec vous. Le handicap au travail. Alors, avoir un aménagement de poste, ce n'est pas un caprice, mais un droit et une nécessité. C'est important, c'est pas parce qu'on a des merveilles du joujou technologique qui permet de nous adapter. On va tricher, entre guillemets, sur ce qu'on fait. Pas du tout. Ça va nous permettre de mettre au même niveau que les autres collègues qui n'ont pas forcément des besoins. Par exemple, personnellement, moi, pour suivre des réunions, sans aide, j'ai du mal à dire, mes collègues disent surtout quand ils parlent vite, avec des bipons pour lire sur les lèvres et tout ça, ça me fatigue énormément. Et du coup, j'ai fait appel à un prestataire qui peut me permettre de sous-titrer en temps réel les échanges des réunions. Ça m'évite de les interrompre sans cesse, de les faire répéter, parce qu'à la fin, je savais, mes collègues, ils étaient désespérés, et moi aussi, et on n'avançait pas. Donc, l'aménagement de poste, concernant, me permet justement de suivre les réunions avec tout le monde. Et donc, l'aménagement de poste, ça peut revêtir sur plusieurs formes. L'accessibilité de son poste, l'adaptation du matériel ou des logiciels, la flexibilité des horaires de travail. Pour certaines personnes, c'est très engendré de fatigue de travailler à des heures très, très longues. Aussi, flexibilité entre bureau et télétravail. Parce qu'il y a aussi du bruit de l'open space, ça peut gêner. Donc, c'est vraiment ça. Il y a plusieurs solutions possibles. Et c'est à voir avec votre référent handicap, avec le médecin du travail, auprès des acteurs pour vous aider à trouver la bonne façon de mettre en place l'aménagement de poste. Parfois, il est compliqué de mettre en place un aménagement de poste. On est en CDD ou en période d'essai, on ne sait jamais combien de temps on va rester. Est-ce que notre contrat va être renouvelé, sachant qu'il y a une démarche administrative qui est parfois longue à mettre en place. Et si au moment où on part, voilà. Donc, c'est vrai, c'est compliqué. Après, j'ai eu des situations où c'était compliqué aussi d'avoir un aménagement de poste. Il y a quelques années, dans mon ancienne entreprise, je ne connaissais pas hors mes droits. Je demandais à avoir un interprète pour suivre les réunions en temps réel. Et on me disait, mais non, tu n'en as pas besoin, tu entends bien et tu parles bien, tu arrives à comprendre. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je dis, mais oui, mais c'est fatigant. Enfin, j'ai expliqué la situation. Et il me dit, mais non, t'inquiète pas, tout ira bien. Jusqu'au jour où on a eu un séminaire de l'entreprise et qui durait 2 jours. Je dis, mais moi, suivre sur les lèvres pendant 2 jours, je ne pourrais pas. 2 heures, mais 2 jours, non. Et ils m'ont dit, bon, on va faire une exception, on va faire intervenir. Et là, ils ont vu la différence. Ils me disent, mais Emmanuel, tu ne me reconnaissait pas parce que je participais davantage et je posais des questions pertinentes. Et ils disaient, mais c'est fou, maintenant tu participes, je vois, il y a un qui est là pour t'aider et tu participes plus. Ben oui, sans sensibilité, je passais mon temps à lire sur les lèvres, à analyser les informations, à faire de la suppléance mentale, tout ça, ça me fatigue. Et à la fin, je suis tellement épuisée, je ne posais pas de questions. Donc, depuis ce jour-là, ils ont compris et la personne qui était là, elle en a profité pour faire la sensibilisation. Elle répétait tout ce que je leur disais depuis des années. Donc, voilà. Et c'est pourquoi c'est important de mettre en place des ateliers de sensibilisation. Les ateliers de sensibilisation sont un moyen d'expliquer et l'handicap. Attention, je ne dis pas de se mettre à la place de la personne handicapée, genre tester le fauteuil roulant ou mettre un masque pour savoir comment on est dans le noir ou mettre un casque. Non, comment vous pouvez comprendre ma surdité, mon handicap? Comment vous pouvez vous mettre à la place de la personne malvoyante? Vous ne pouvez pas. Oui, pendant quelques instants, vous essayez d'imaginer, mais vous ne pouvez pas tester ça toute la journée, tous les jours. Vous ne pouvez pas me mettre à notre place. Non, je parle des ateliers qui expliquent les besoins, la personne a besoin pour s'intégrer au sein de son équipe et son aménagement. Et le handicap, et la surdité, et
la malvoyance. Elles sont les aménagements, comment s'adapter. Donc, c'est vraiment un travail où, là, qui permet de briser les préjugés, les tabous sur le handicap. C'est dire, voilà, vous pouvez poser toutes les questions ou vous posez dans un climat de bienveillance. Et si après les ateliers de sensibilisation, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir la personne concernée, en disant, ben voilà, est-ce que ça te va si on travaille comme ça? Est-ce que je peux faire pour, voilà, de sorte que dans une équipe, chacun travaille de manière on sert. Donc c'est vraiment important. L'aménagement de poste est un droit, on ne peut pas le refuser. Surtout quand vous avez l'art de la médecine du travail avec les statuts de RUTH ou la BOTH. C'est pour ça, avec les ateliers de sensibilisation, j'ai oublié de vous préciser qu'ils sont subventionnés par les GFIP ou la FIP. Il faut aussi vous assurer que votre lieu de travail et vos outils soient accessibles à vos collègues handicapés. C'est important, si votre lieu de travail n'est pas accessible à votre collègue et à un fauteuil roulant et que l'ascenseur est en panne, au moins elle pourra monter dans vos bureaux pour faire son travail. Et ça, c'est vraiment compliqué. Il y a aussi l'histoire de la sécurité, s'il y a des alarmes incendies qui déclenchent et la personne sourde n'entend pas. Ça peut être problématique pour l'entreprise, pour la sécurité de la personne et pour l'entreprise. Et j'ai fait l'expérience il y a un temps, quand j'arrivais la première au bureau, dans mon petite entreprise, la première personne qui rentre au bureau doit activer l'alarme ou désactiver l'alarme de sécurité. Et moi, quand j'ai commencé dans cette boîte, le temps, je me souviens de RUD, je dis où c'est, tout ça, l'alarme a sonné. Bon, très bien, et il y a un appel pour vérifier que tout va bien. Moi, j'étais là devant le téléphone en plein panique. Ouais, et c'est dit, je ne comprends pas. Et là, il y a eu un problème d'accessibilité. J'étais incapable de répondre tout allait bien parce qu'on avait un mot RUD pour signifier on n'est pas en situation dramatique. Heureusement, j'avais mon collègue qui arrivait juste après moi. Il me dit « mais ne vous inquiétez pas, ma collègue, elle est sourde, elle ne peut pas vous répondre au téléphone. » Donc, depuis ce jour-là, je mets un point d'honneur de ne plus arriver la première. Parce que si ça se reproduit et il n'y a personne, eh ben, je peux vous dire qu'il y aura les sourds qui vont arriver et j'aurai l'air de roi. Donc, vraiment, l'accessibilité, c'est vraiment important. Il y a aussi les sites Internet et les logiciels qui doivent être accessibles pour tout type de handicap. C'est important aussi de vous assurer que les communications de l'entreprise soient accessibles, aussi bien en interne et à l'externe. Si vous diffusez des vidéos au sein de votre équipe, de l'entreprise, et qui n'est pas sous-titré, je peux vous dire que j'en ai reçu des vidéos non sous-titrées et je ne savais pas trop de quoi ça parlait. J'ai essayé d'activer les sous-titres automatiques, mais ce n'était pas tout à fait ça. Donc voilà, c'est vraiment une accessibilité vraiment très, très partielle. Ou il y a des images, des affiches qui sont diffusées au sein de l'entreprise et qui ne sont pas décrites aux personnes malvoyantes. Elles peuvent rater des informations pertinentes, surtout quand les affiches portent du texte. Regardez en replay la conférence de Déborah sur les sujets des affiches décrites. Ça peut vous aider à comprendre comment décrire vos affiches. Donc, vous voyez, l'accessibilité, ce n'est pas un prisme, mais c'est bien une nécessité de décrire parce que vous communiquez non seulement pas en interne, parce que vous avez des salariés handicapés, mais aussi en externe. Vous avez 12 millions de personnes handicapées à l'extérieur et qui vont voir votre communication. Si votre communication n'est pas accessible, c'est pour l'image de l'entreprise qui prône pour l'inclusion et qui ne rend pas accessible ces communications, c'est problématique. Et donc, c'est important de penser à l'accessibilité. Il est important aussi de former vos collègues handicapés parce que leurs compétences honte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas le handicap, on est là pour travailler, on a les mêmes compétences que vous, on a suivi des formations certes un peu difficiles parce que les formations n'étaient pas forcément accessibles, mais on a tramé pour arriver à faire notre boulot. Et donc, c'est important, s'il y a des nouvelles technologies et des nouvelles notions à apprendre, et si on veut nous envoyer en formation, c'est important.
Sauf qu'il y a le budget de la formation, mais il y a aussi le budget pour l'accessibilité. Donc, de budget. Et beaucoup n'osent pas demander à faire cette formation parce qu'ils savent qu'il y a le budget d'accessibilité à prendre en compte. Et du coup, ça fait doubler, tripler le budget. Et beaucoup n'osaient pas. Moi, je n'osais pas aussi. Au début, je disais, mais j'aimerais apprendre telle ou telle faire cette formation pour améliorer mes compétences, mais je n'osais pas. Et j'apprends, il y a des subventions qui sont prévues par la GFIP au sein de votre mission handicap. Renseignez-vous auprès de la mission handicap, voir si vous avez un budget pour faciliter, rendre accessibles les formations. Mais alors, si vous n'avez pas la formation, vous êtes coincé, vous n'évoluez pas et vous restez là où vous êtes pendant vos relais, ils évoluent. Et là, il y a un problème. On a les mêmes études, on a les mêmes niveaux de poste, et de voir les relais avancer, là, on est au point mort, ça pose problème. Et j'en ai vu pas mal qui sont mis en place à cause de ça. Donc, forcément, ça engendre le burn-out, parce que justement, on ne donne pas les moyens pour rendre accessibles les formations. Alors, on me dit, mais si on ne te permet pas d'évoluer, pourquoi tu ne quittes pas l'entreprise, tu cherches une autre entreprise qui te permettra d'évoluer? Ce n'est pas si simple. Vous avez vu le chiffre de la GFIP en disant que le taux de chômage est double. Ce n'est pas pour rien. Il y a une raison, c'est compliqué pour de trouver un boulot. Parce qu'il y a une discrimination réelle. En branche, c'est interdit, bien sûr, mais elle est là. Discrimination, parce qu'on n'est pas le handicap, parce qu'il y a une ignorance autour du handicap, et ils pensent que mettre en place des aménagements de poste et tout ça, c'est compliqué. Alors, il suffit de faire les démarches administratives pour que ça se passe bien. Donc, on est là au poste, on décroche le CDI, on est en insécurité d'emploi, donc on préfère être là plutôt que chercher ailleurs, parce que ça suffit de tout recommencer à zéro, et on n'est même pas sûr que ça va marcher. Ça peut prendre autant de fois 6 mois, 1 an, 2 ans, tout ça, c'est... Voilà, il y a vraiment... c'est plus compliqué. Donc, nos compétences, ils doivent prévaloir sur le handicap. Et ne me dites pas que si on embauche une personne handicapée, mettre en place un aménagement de poste, c'est trop compliqué. Non. Si on a des moyens et de la volonté, c'est possible. Et j'ajouterais aussi, et en plus des formations, il faudrait le salaire suivant. On a tous des charges à payer, des impôts, des familles à nourrir, du matériel, une maison, des crédits à rembourser. Bref, nous avons des vies comme tout le monde. Donc, oui, il y a aussi des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, mais aussi les personnes handicapées et les personnes racisées. Donc, voilà, dès qu'il y a une minorité, il y a des écarts de salaire. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous dire qu'il faut éviter les tabous, la discrimination et le validisme. Alors, c'est quoi le validisme? C'est un ensemble de préjugés et de comportements discriminatoires envers les personnes handicapées. Le validisme repose notamment sur l'idée qu'une personne handicapée est moins capable, une personne valide et sa vie a moins de valeur. Alors, inconsciemment ou non, il faudrait et vous évite de discriminer vos handicapés et surtout de les infantiliser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a eu des fois des réflexions du genre, mais c'est normal, tu apprends moins vite, tu es handicapé. Plus tard, je te raconterai, tu n'as pas compris, mais c'est pas grave, je te raconterai, voilà. Et ne fais pas l'amour, je vous dis de répéter tout ça, c'est des réflexions. Des fois, vous le faites inconsciemment, c'est possible, mais réfléchissez et mettez-vous en question, me dire, il y a un problème, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi il y a des problèmes, donc c'est important de travailler en équipe. Et si on ne peut pas faire notre travail correctement, si on a ces genres de situations. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Mon manager, il devait me trouver une mission.
Et je lui dis, tu vas y aller me trouver une mission, ça va prendre en tout cas un peu de temps. Il me dit, ah mais t'inquiète pas, tu travailles très bien, tu as un très bon CV, il suffit, j'explique ton handicap et c'est tout. Et une semaine plus tard, il est venu me voir, il n'en revenait pas, il me dit, mais oui, j'ai plein de clients qui sont intéressés par ton CV, mais dès que je leur disais pour ton handicap, ils me raccrochaient au nez. Et ça, c'est une situation de discrimination et de validisme. Oui, on peut accepter que vous ayez peur, mais il ne faut pas. Et ça nécessite certes des aménagements de poste, mais il ne faut pas du tout avoir peur du handicap. On ne va pas vous manger, on ne va pas vous transformer en personne handicapée ou à ce soir, et on ne va pas poser vos problèmes. C'est sûr que si des choses se passent mal, s'il y a des problèmes au sein de l'équipe, ça peut être compliqué. Donc, c'est important, le handicap, ce n'est pas un tabou. Il faut l'aborder vraiment de manière ouverte et avec bienveillance. Et pour appuyer mes propos, 40% des femmes en situation de handicap sont victimes de discrimination selon l'AFP. Donc, malheureusement, le sexisme est présent partout, surtout dans la tech et la discrimination. Être une femme et en plus handicapée, c'est souvent double peine. Triple peine, on est racisé. Donc, du haut des efforts, ça va dans les deux sens. Si l'autre partie ne s'investit pas et la personne concernée qui s'investit, les choses ne marchent pas, ça ne peut pas marcher. Et ça peut engendrer des problèmes. Arrêtez de remettre en cause la personne handicapée en disant mais c'est de sa faute s'il y a des problèmes dans l'équipe. Hey, mais on ne prend pas tout ça. Mettez-vous question. Demandez-vous pourquoi elle n'a pas les informations. Pourquoi elle n'arrive pas à communiquer et s'intégrer au sein de son équipe? Tout ça, pour travailler en équipe, il faut collaborer ensemble. Il n'y a pas que la personne handicapée qui doit faire des efforts. Vous aussi, vous devez faire des efforts. Et ça, c'est important. En travaillant ensemble, ça peut apprendre à se connaître en faisant des ateliers de sensibilisation, en prenant le handicap, les besoins, mettre en place des aménagements de poste. Ça peut être tout bénéfique. Ça. Et d'ailleurs, on m'avait remercié en me disant, grâce à toi, en réunion, c'est beaucoup plus fluide, parce que je suis obligée la personne à parler chacun son tour pour que je puisse lire sur les lèvres. Et du coup, ça a évité que tout le monde parle en même temps. Donc voilà, ça peut vous apporter des bénéfices. Et vous ne vous rendez pas compte aussi, on fait tellement d'efforts pour s'intégrer au sein de l'entreprise, ça demande beaucoup d'énergie. Et du coup, on est moins productive. Et donc, c'est important aussi que les autres personnes s'investissent pour pouvoir équilibrer la charge du travail et la charge mentale. C'est donc en mettant en place les efforts dans les deux sens, en mettant en place les aménagements de poste et l'accessibilité associée au handicap, ça change tout. En mettant tout ça, on peut travailler ensemble. J'ai appris à travailler avec mon équipe, mon entreprise a appris à travailler avec moi, et ça s'est passé très bien. Le handicap, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un calvaire de travailler avec une personne handicapée. Loin de cela. Ça peut être un calvaire pour tout le monde, en les besoins de chaque personne de l'équipe, non pas seulement la personne handicapée, ne sont pas respectés au sein de l'équipe. En effet, si la personne handicapée fait des efforts et l'autre partie n'en fait pas, ça peut créer des problèmes et des pas possibles. En recruter une personne handicapée, maintenant vous avez les astuces, vous recevez un entretien, n'abordez pas le handicap tout de suite. Surtout si vous savez si sur le CV RUTH, n'abordez pas l'handicap tout de suite. Parlez-lui de son parcours, de ses compétences, valorisez-la. C'est important de la faire sortir et on est intéressé par son profil et non pas par son handicap. Et à la fin seulement, si vous avez besoin d'en savoir plus sur le handicap, vous abordez le sujet. Ou alors laissez la personne aborder d'elle-même le sujet si des fois l'entretien n'est pas au rang. Personnellement, je ne mets pas RUTH sur mon CV, je l'annonce en général lors de l'entretien. Et à chaque fois, ça s'est bien passé parce que je l'aborde de manière transparente et avec bienveillance en fin d'entretien.
Des fois, il y a des gens en retard et ils se braquent et disent ah non, je ne veux pas travailler. Donc là, c'est par méconnaissance. Donc c'est important. Et une fois que vous embauchez cette personne, renseignez-vous sur le handicap, les aménagements de poste et faites en sorte qu'elle soit prête pour le jour où elle arrive et prendre son poste. Moi, je suis arrivée chez Chaudot. Voilà, j'ai demandé mes aménagements de poste, j'ai besoin. Il me dit, ok, très bien, on s'en occupe, et le jour où tu seras là, c'est prêt. Et effectivement, je suis arrivée. Je n'avais rien à faire, t'es prêt. Il reste plus à organiser l'atelier de sensibilisation qui va arriver. Et ça, c'est important. Donc, c'est vraiment important de faire sentir qu'on est les bienvenus. On peut tout faire intégrer au sein de l'entreprise. Donc, je vous résume, c'est important de mettre en place des aménagements de poste, des ateliers de sensibilisation, de s'assurer que votre lieu de travail et vos outils sont accessibles, assurer que votre communication est accessible à tous et toutes, formez vos relais handicapés, mettez en règle des règles de communication pour s'assurer une bonne cohésion de votre équipe et surtout, bien évidemment, éviter les situations de discrimination et de validisme. Alors, tout ça pour comment ça se passe dans la tech. J'ai parlé d'accessibilité, de la communication, mais aussi l'accessibilité des sites Internet. C'est important de rendre accessibles vos sites Internet, intranet et extranet, à tous et toutes. Donc, vous avez des consommateurs et des consommatrices, comme tout le monde, qui veulent acheter vos produits. Et si votre site n'est pas accessible, elle ne peut pas acheter vos produits. Et du coup, c'est une perte à cher, une perte de chiffre d'affaires en séant. Je vous rappelle, une personne sur 6 est handicapée. Pour ça, il faut former vos relais, les développeurs, les designers, les chefs de projet en charge sur les questions d'accessibilité pour rendre accessible vos sites Internet. D'ailleurs, il y a la loi numérique qui oblige les entreprises publiques à être accessibles et les entreprises privées d'au moins de 250 millions d'euros à être accessibles, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires accessibles. Et cette loi, elle avait pour échéance 2021. Ça a été repoussé à 2025. Et là, on a revu les conditions. Maintenant, les entreprises privées d'au moins de 2 millions de chiffre d'affaires doivent être accessibles. Donc, vous avez quelques années pour vous mettre en conformité. Et c'est important. L'accessibilité, non, ce n'est pas moche. Rendre accessible, en implémentant l'accessibilité numérique, ce n'est pas moche. Et si vous intégrez dès le début du projet, ça va vous coûter moins cher que de le faire à la fin. C'est important de prendre en compte l'accessibilité numérique. Donc, rendez accessible vos sites Internet. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, « Nothing about us without us », rien sur nous, sur nous. C'est un mouvement qui vient des États-Unis, qui est pour promouvoir l'inclusion des personnes handicapées dans la tech. Et donc, c'est important, si vous voulez rendre accessible un produit aux personnes handicapées, il faut le faire avec des personnes handicapées. Et si vous ne le faites pas, comment vous pouvez savoir un tel ou tel produit va être utile aux personnes handicapées? Je pense notamment à un produit, on a beaucoup parlé des hanches qui permettent de faire la langue des signes. En l'occurrence, oui, c'est une merveille technologie, mais ça ne va pas servir à la population sourde pratiquant la langue des signes. Donc, quand vous concevez les produits accessibles pour aider les personnes handicapées, faites-les avec elles, demandez leur avis, vous pensez si ça va être utile ou pas, est-ce que je peux faire pour l'améliorer? D'ailleurs, il y a la loi de Honeywell qui stipule que les organisations qui créent des produits sont à l'image de leurs produits. Donc, si l'entreprise crée un produit inclusif, si elle a dans son équipe une équipe diversifiée qui pense à l'inclusion de ce produit. Je vous invite à voir le replay de mon collègue Julien Topsu qui a fait un sujet sur la loi Honeywell, qui est très bien d'ailleurs.
Pour vous citer un exemple, Microsoft et Apple, ils font beaucoup de choses pour l'accessibilité. On parle beaucoup des produits qui sont accessibles aux personnes handicapées. Et c'est parce que au sein de leur équipe, ils ont des équipes très diverses. Elles travaillent avec des salariés handicapés et elles développent avec eux. En contraire, Twitter, environ l'équipe accessibilité, enfin, c'est plus Twitter, c'est X, j'ai du mal à dire son nom, environ l'équipe accessibilité a vu sa plateforme se détériorer en termes d'accessibilité et plus rien ne fonctionne. Il est important aussi d'éviter les biais du handicap. Je vous ai montré avec Midjourney, il y a les biais, parce que les biais sont le reflet de la société. Donc, on ne maîtrise pas le sujet du handicap. Forcément, on va penser en premier, oui, le handicap, c'est le fauteuil roulant. Oh non. Et d'ailleurs, il y a une étude, voilà, pardon, une étude on a demandé à l'IA de trier les CV, me font les DRH. Et à la fin, on constatait qu'elle mettait plus facilement de côté des CV avec la mention RUTH, les CV des personnes racisées, et donc il y avait eu des CV valides, normaux, entre guillemets. Donc là, l'IA a repris les mêmes schémas et les DRH qui le font de manière consciente ou inconsciente. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec les personnes handicapées, apprendre à l'IA de reconnaître les handicaps, de détecter les personnes qui ont un handicap invisible ou visible, de reconnaître les maladies invalidées. Donc, si on n'appuie pas les personnes concernées dans les processus, ça va engendrer les inégalités. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Si on a des préjugés sur le handicap, alors on retrouvera ces mêmes préjugés dans l'IA qui va être donc biaisé. On a donc du taf. En conclusion, nous ne sommes pas là pour vous inspirer ou donner une leçon de vie. Oui, je suis consciente que oui, une personne handicapée qui réussit dans la vie, ça peut susciter de l'admiration. Mais on n'est pas là pour vous aspirer, me dirait Stella Youn, une militante des droits des personnes handicapées. Nous ne sommes pas là du tout pour vous aspirer. Et on m'a déjà fait la réflexion de me dire « Ah, mais dis donc, t'es douée pour une sourde !» Ouais, je ne sais pas si on répond. J'ai dit « Oui, merci ». Oui, je suis consciente de susciter une admiration, mais il ne faut pas me réduire à mon handicap. Dis plutôt, oh, t'es douée, t'es efficace, tu travailles bien, je suis contente de ton travail. Ne nous résumez pas à notre handicap. Les compétences priment sur le handicap, et ça nous suffit. Et personnellement, je suis totalement de rôle modèle. Et récemment, j'ai découvert une personne merveilleuse, elle est sourde, elle s'exprime oralement et en langue des signes. Et surtout, elle travaille sur un poste de responsabilité chez Microsoft en tant que CAO, Chief Accessibility Officer. Elle s'appelle Chini Fleury et c'est incroyable. On me disait pour moi, ce n'était pas possible de devenir ingénieur en informatique parce que j'étais sourde. On me dit, mais non, mais tu ne peux pas faire des études d'informatique, ce n'est pas possible. Et on retrouve aujourd'hui ce genre de réflexion. La preuve aussi, c'est possible. Nous pouvons travailler à condition où nous en donne les moyens. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je tenais à faire cette conférence. Et pour moi, en tant que personne sourde, il est possible dans la tech ou dans d'autres secteurs d'activité de travailler avec les personnes handicapées. La représentation des personnes handicapées honte. N'ayez pas peur du handicap. Embauchez-nous, formez-nous, apprenez-nous à connaître et surtout, travaillez avec nous. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver ma représentation. Il y a toutes les ressources que vous avez besoin. Je vous ai listé 3 pages de ressources. Donc voilà, j'espère que ma conférence vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a du temps pour les questions. Non. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup.